Bonjour, une session de plus de Paul et Stéphanie, où nous vous donnons des tas de conseils sur les choses que nous savons faire et aussi celles que nous ratons un peu, mais c'est ce qu'on appelle l'expérience. Alors, 4 bonnes raisons pour vous parler. La première, c'est qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. La seconde, c'est que ça fait un moment qu'on voulait en faire une sans masque. Ouais. La voilà. La troisième, c'est que je voulais quand même vous rassurer sur le fait que je suis sorti de l'hôpital et que donc je suis un petit peu immobilisé, mais tout ça va c'est très très bien. Et puis la quatrième raison qui vient de m'échapper de l'esprit, Stéphanie va vous la dire, à moins qu'on ne la connaisse pas, et dans ce cas-là, on passe, elle me reviendra un peu plus tard. Ah non, mais bien entendu, mais oui, bien sûr, j'aurais dû commencer par là. Ce sont les questions que vous nous posez et vous attendez du conseil. Et ça fait parfois plusieurs semaines que vous lui dites j'aimerais bien que vous parliez de telle et telle chose, et on ne le fait pas. Alors, excusez-moi, c'était la chose que j'aurais dû mentionner en fait en premier. Alors, tu es d'accord? Oui. D'accord, tu es d'accord. Alors, maintenant, on a quand même un tout petit peu répété, on sait ce qu'on va vous dire. Il s'est passé, il y a quelques jours, avant la fameuse chute, j'ai posé une question à Stéphanie parce qu'elle m'avait dit quelque chose. Elle m'avait dit, je vais avoir une personne que je ne connais pas, c'est une personne qui a une addiction. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu prends les gens qui ont une addiction? Donc, du coup, j'ai simplement répondu, je ne sais pas. Il m'a dit, comment ça, tu sais pas? J'ai dit, oui, je sais pas parce que c'est la personne qui va m'expliquer comment profondément son problème, d'où ça vient, qu'est-ce que ça lui apporte, et en fonction de tous ces éléments-là, je vais être en capacité de l'aider. Mais je ne vais pas traiter une addiction de la même manière, même si c'est la même addiction. Et on va en reparler après. Et en fait, j'ai été extrêmement stupide de poser cette question, parce que moi, je fais exactement l'appareil, et la même chose. Et quand on me parle d'un rêve, les gens disent oui, comment est-ce qu'on peut interpréter tel ou tel rêve? Et ça, bien sûr, tu sais, c'est une chose fondamentale en psychanalyse. C'est peut-être la première grande invention de Freud, de dire un rêve, c'est quelque chose d'une personne, ce n'est pas quelque chose de tout le monde. Et si vous rêvez d'une clé, ça ne veut pas dire ceci ou cela. Si vous perdez une dent dans votre rêve, ça ne veut pas dire ceci ou cela. C'est dans votre histoire. Et ça remonte au tout début de la psychanalyse. Et vous savez, il y a eu une scission. Il y a eu plusieurs scissions dans la psychanalyse, mais une majeure, c'est quand Jung, Carl Jung a quitté Freud, parce qu'il y a un certain nombre de choses que Jung faisait. Il était plus davantage du côté de la psychologie de type classique que de la psychiatrie quand il rencontre Freud. Et c'est la personne qui invente, avec un autre, il invente ces tests où on dit un mot et on vous dit répondez le plus rapidement possible. Voilà. Et qu'est-ce qu'il découvre là-dedans? Les livres existent toujours, on peut trouver ça. C'est Carl Jung, premiers écrits, des choses comme ça. Il parle de certains cas, et on dit à quelqu'un, on dit piano, la personne dit note, une autre dit piano, il dit chanson, le troisième dit musique, et la quatrième dit père meurtrier. Bon. Et ça aussi, c'est un début de la psychanalyse. Il y a quelque chose. Si on avait dit, si vous rêvez d'un piano, ça veut dire de la mélodie, on n'aurait pas trouvé le père meurtrier. Le père meurtrier, c'est une histoire personnelle, c'est quelque chose comme ça. Et c'était cette technique de dire, il faut répondre à la première chose qui vous passe par la tête. C'était déjà de l'association libre, en fait. Ça. Et c'était avant que Jung fasse de la psychanalyse. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il n'y a pas que j'ai fait vraiment une erreur, je dirais vraiment, je dirais d'inattention, en te disant comment est-ce que tu vas traiter une personne qui a une addiction, parce que je ne fais pas pareil non plus. La demande va se formuler, la demande peut dire, voilà, j'ai une addiction, je voudrais en sortir, mais il va y avoir tout ce qui est derrière, la manière dont ça vient, etc. Et tu m'as raconté d'ailleurs le cas de 2 patientes qui pourraient apparaître comme parallèles et qui ne le sont pas. Raconte ça. Exactement. Là, c'est 2 patientes qui mangent et qui mangent, tout le monde mange, mais là, c'est vraiment presque comme une addiction. Au final, elles pensent à manger toute la journée. Et les 2, du coup, ces 2 mêmes patientes me disent toutes les 2 la même chose. On pense à manger toute la journée, c'est l'enfer. Dès qu'on se lève, on pense manger. On embête même nos enfants en fait qui viennent de se réveiller, à qui on va dire
qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce midi, enfin il n'y a que ça qui est dans la tête. Et donc on pourrait croire qu'on va traiter exactement la personne de la même manière. Or, on se trompe complètement parce qu'il y en a une qui a été interdite par sa maman de manger et donc qui a intégré que parce que son frère mangeait, sa maman l'aimait moins que son frère. Donc ça, elle a intégré ça dans son cerveau de petite fille. Donc si j'avais fait comme ma première patiente, c'est-à-dire effacer de son tableau interne le fait de manger, que tout peut avoir plus d'importance que manger, eh bien je me serais plantée complètement. Parce que cette petite fille-là, bah tiens, je dis cette petite fille, cette femme-là, il fallait l'autoriser à manger. C'était le contraire. Il fallait aller soigner l'enfant intérieur qui a pensé manquer d'amour par le fait qu'elle a été interdite de manger, par bienveillance par sa mère, hein, parce que sa mère ne voulait pas qu'elle grossisse comme elle pouvait grossir. Et ça, en fait, si on ne prend pas le temps d'écouter le patient, de savoir d'où vient son mal-être, de comprendre, en fait, il me faut comprendre le mécanisme de la personne, ce qu'elle a vécu, et comment elle a pu mettre en place ça, parce que on met tous en place des mécanismes qui nous aident à un moment donné, mais qui ne sont pas à long terme encore viables, et puis souvent qui nous empêchent d'être bien. Donc tout ça, il faut le comprendre, donc ça prend un peu de temps, et une fois qu'on l'a compris, et bien après on n'agit pas de la même manière. Voilà. Donc c'était pour vous donner un exemple, voilà, que ces deux personnes-là, en fait, elles avaient exactement le même problème, mais alors pas du tout le même vécu. Donc on ne peut pas du tout travailler de la même manière. Ça me fait penser qu'il y a des clichés culturels aussi. Par exemple, moi j'ai une patiente dont la mère disait une femme est toujours trop grosse. Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, ça c'est quelque chose qui s'est instauré dans la culture, c'est venu avec des modes, c'est Twiggy, dans la mannequin Twiggy dans les années 60 qui était filiforme, plus tous ces mannequins dont on voit qu'elles n'ont pas assez de muscles et des choses de cet ordre-là, ça c'est en train de disparaître parce qu'il y a eu un mouvement en réaction contre cela. Mais quelqu'un qui viendrait comme ça avec un cliché culturel de ce type-là, une femme mange toujours trop, comment est-ce que tu pourrais aborder ça ? Eh ben, peut-être en lui permettant à elle-même de savoir que si elle, en fait, elle trouve une personne, si elle trouve que cette personne-là, une personne grosse est belle, c'est parfait. Enfin, en l'aidant à peut-être casser son schéma, en l'aidant à couper en fait avec tout ce qu'on a pu lui dire, tout ce qu'on a pu lui inculquer, et en lui permettant en fait, grâce à cette coupure, grâce à cette façon en fait de se débarrasser de ce qui nous appartient pas et de redonner à la personne qui nous a inculqué en fait, d'être soi-même en fait, et du coup d'avoir ses propres pensées, la permission de dire non aussi, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Mais c'est surtout en fait permettre à la personne de couper avec la personne en question qui lui a inculqué, qui lui a donné et qui lui a offert ses pensées qui du coup lui appartiennent pas. Donc je dis bien offrir parce que du coup là on va permettre de redonner. Voilà, on veut pas du cadeau, le cadeau il nous appartient pas, on le redonne. Voilà. Ça me fait penser qu'il y a une patiente qui m'avait raconté après une séance qu'elle avait carrément vu qu'on lui avait donné un tas de détritus et du coup elle a complètement rendu tous les détritus comme si elle avait une station tu vois de déchetterie voilà qui s'en allait quoi. Ah oui, d'accord. Ça m'a fait c'était l'image qui était venue. Voilà, c'était l'image qui d'accord. Oui. Et on a tous des images complètement différentes et c'est ça qui est super. Voilà.
Et comme nos internautes le savent, nous appliquons, Stéphanie et moi, nous appliquons des techniques différentes. Et alors, pour terminer, je voulais dire une chose aussi sur cette idée qu'il faut prendre chaque personne comme un cas absolument distinct. Et ça peut aller aussi, je dirais, dans le cas d'un psychanalyste ou d'une psychanalyste, de dire la psychanalyse, ce n'est pas pour vous, mais ce n'est peut-être pas la chose à faire en ce moment dans votre analyse. Et ça, quand je fais par Zoom, quand je fais chez moi, je reconstitue la situation comme Freud la voulait, c'est-à-dire je suis à l'écart, la personne ne peut pas échanger des regards avec moi, je suis derrière son champ de vision. Et quand je fais sur Zoom, je coupe la caméra de mon côté, mais il est important que je vois la personne, que je vois dans quel état d'émotion elle est, parce que ça fait partie, bien entendu, de l'analyse, de savoir si la personne pleure quand elle dit cette chose très triste ou pas. Des choses de cet ordre-là. Mais donc, il m'arrive aussi, parce que j'ai été formé par ailleurs, et en réalité avant la psychanalyse, à des choses comme la dynamique de groupe, le psychodrame de Moreno, les entretiens non directifs de Carl Rogers. C'est un nombre de choses que j'ai aussi à ma possibilité. J'ai bien sûr aussi utilisé les thérapies familiales. Il m'arrive de dire il faudrait que votre fille soit là aussi ou que votre mari soit là aussi. Et ça, je le fais aussi parce qu'il y a des moments où la psychanalyse, ce n'est pas résoudre le problème de personnes, je dirais, en silo. C'est une situation générale avec un ensemble d'autres acteurs et il faut que ces acteurs soient là, présents, peut-être en situation, ou moi que je les vois séparément pour que les éléments commencent à connecter. Ça m'arrive aussi, moi, tu vois, de recevoir, ça me fait penser, ça me fait rebondir sur le fait que ça m'arrive aussi de recevoir, c'est souvent des mamans avec leur enfant, mais ça peut être un papa aussi, mais enfin, j'ai pas eu le cas encore, mais... Et du coup, ça permet d'entendre en fait dans quel désespoir se trouve la maman parce qu'elle-même n'a pas eu de limite ou n'a pas eu une éducation convenable. Ça permet à l'enfant de se rendre compte qu'elle fait de son mieux en fait. Elle fait de son mieux, elle cherche vraiment à élever son enfant de la manière la mieux possible. Simplement comme elle n'a pas eu de repère. Et puis moi, en tant que thérapeute, je vais aussi dire à l'enfant, tu vois, la maman, elle est perdue. Elle est venue par bienveillance pour toi et par amour, ensemble, on va réussir à retrouver des mécanismes, à refaire des choses dans le bon sens. Et maman, elle vient aujourd'hui parce qu'elle a envie que toi, tu te sentes bien et elle voit que c'est pas le cas. Enfin voilà, on explique les choses en groupe et je pense que les informations passent mieux, en tout cas ça fait partie des thérapies effectivement. Ouais, et ça me fait penser à quelque chose que nous avions dit, c'était peut-être même une découverte à propos de l'effet placebo quand nous avons parlé, et que tu te souviens, on s'était posé la question de savoir si c'était pas ce qui faisait que les gens allaient mieux, si ce n'était pas simplement le fait qu'ils sachent qu'on allait leur demander s'ils allaient mieux. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était posé cette question-là. Ouais. Voilà, et du coup, je me demande, alors on s'était dit, oui, bien sûr, et à la fin, la personne va être guérie, etc. Mais je me demande si c'est pas à ce moment-là que tout se passe. De dire, et dans 3 semaines, je vous demanderai, et je vous appellerai peut-être d'ici là, etc. Et que c'est ça qui supporte la personne, qui la soutient jusque-là. C'est ça. Elle se sent soutenue, elle se sent accompagnée. Voilà, parce que tu viens de reprononcer ce mot, l'amour, et bien entendu, ça me fait revenir cette idée sur le placebo. Alors, maintenant, c'est aux questions de la salle. Oh, pardon, j'oubliais, non, voilà, regardez, Jean, pour le pantalon d'hôpital, malheureusement. On va arrêter pour aujourd'hui et on espère d'être de retour le plus vite possible. Voilà. Au revoir.